Euh, J'aimerais, si c'est possible, que tu redises le titre de ce livre. J'ai cru comprendre le Loring, mais Lorig, L-O-R-I-G. Loring. Et peux-tu Et en français, le situer? l'esprit et ses fonctions. Donc, L-O-R-I-G. G, oui. Alors, en français, donc Loring, c'est un mot de quel? Ça doit être tibétain. Mais là, pour le coup, je peux vous redonner les références plus précises. Vous me laisserez le... Parce que, en fait, dans la traduction qu'on a, on a un texte et après, on a les commentaires du texte. Oui. Vous voyez? Donc, moi, je m'inspire d'un commentaire qui m'a été enseigné par la traduction tibétaine Gelugpa. Donc, c'est la traduction, la tradition de, entre autres, sa sainteté le Dalai Lama, par un Geshe Larampa. Et sur ce texte, je peux vous le donner là, je vais vous le dire tout de suite. Youp. Je reprends. Mais du coup, je vais vous donner le nom du commentaire. C'est ça qui m'embête un petit peu. Non. Je vous redonnerai. Je vais vous redonner. Parce que je préfère, du coup, sur cette partie-là, je vous le donne à la pause, si ça vous va. Oui, oui, tout à fait. Et le situer dans le temps quand même. Bonne C'est question. un texte qui vient de quelle époque? Est-ce qu'on connaît l'auteur ou bien est-ce que c'est... Moi, je connais les commentaires, mais alors l'auteur initial, je ne le connais pas. Donc, de ces grands textes. Oui, oui, c'est en fait, quand vous étudiez dans le bouddhisme, vous avez des très gros textes qu'on étudie régulièrement. Et donc, par exemple, pardon, le Lamrim Chenmo de la Tsongkhapa, c'est un texte après qui est développé, qu'on étudie. On a des textes qui peuvent être le Sutra du cœur, donc là ça vient directement du Bouddha, mais on a tous les commentaires qui vont avec. Le Lorig, c'est un des textes majeurs qui est étudié au départ par les geishés. Les geishés, ce sont on peut dire docteurs en philosophie dans le bouddhisme, mais ils ont étudié pendant 20 ans, vous voyez. C'est pas exactement, c'est un peu différent de ce qu'on imagine d'habitude. Et ça, c'est un des premiers textes qu'on étudie. C'est l'équivalent de la psychologie bouddhiste, en fait. C'est la base. Donc, c'est le socle. Une fois qu'on connaît un peu ce qu'est l'esprit, après, on va travailler sur la vacuité, on va travailler sur la bodhicitta, on va travailler sur beaucoup de choses. Et donc, ça, c'est la base. Mais par contre, il faut que je vous redonne, du coup, j'ai pas écrit là sur ma fiche exactement d'où vient. Et donc, comme ça va me prendre un peu de temps, je préfère. Le sens peut-être français. Donc, c'est dans la traduction qu'on utilise, c'est l'esprit et ses fonctions. L'esprit. Et ses fonctions. L'esprit et ses fonctions. Et on va expliquer pourquoi. Le Lorig, il est divisé en deux parties. Il y en a un qui explique toutes les catégories de l'esprit. C'est-à-dire toutes les connaissances qu'on peut avoir, de la connaissance erronée, le doute, jusqu'à la connaissance valide. Parce que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des connaissances valides. Si on s'appuie sur des choses qui sont erronées, et ben forcément, on va être à côté de la plaque dans notre manière de fonctionner. La deuxième partie du Lorig, c'est sur la partie que je décrivais un petit peu sur les fonctions, c'est-à-dire comment ça fonctionne à l'intérieur, quels sont les différents facteurs qui sont en synergie pour qu'on arrive à avoir justement chaque conscience. Donc c'est assez vaste. Moi, je vous donne un extrait. On va être très clair. Si vous voulez en savoir plus, on a des programmes ici d'études qui étudient le Lorig. Ça dure 6 mois. Donc là, on a 2 jours. On va faire un peu plus light.
Anne-Sophie, Oui. est-ce que c'est pas aussi les modes de connaissance qu'on appelle le LORIG? Parce qu'il y a un petit livret qui a été fait par Lama Jilme Rinpoche qui porte justement sur les modes de connaissance. Est-ce que c'est Alors, ça? c'est une partie, c'est la première partie, les modes de connaissance. D'accord. Pour ça. Donc là, ce matin, oui, on va finir déjà sur l'objectif de la journée, puis après, je vais vous expliquer comment on l'articule. L'objectif de la journée, pour moi, c'est de vous apporter des éléments qui sont concrets dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que certes, je vais vous donner un peu de théorie, mais je ne vais pas aller à fond sur toute la théorie avec tous les détails sur tout, parce qu'on n'aura pas le temps. Et surtout, ce que j'ai l'intention de vous apporter, c'est que vous preniez conscience de certains facteurs mentaux, de certains points importants dans votre fonctionnement que vous pouvez changer. Donc, quelque chose d'assez pratique. On va essayer. Vous me direz si ça a marché au bout de 2 jours. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment comprendre comment on pose l'intention et en quoi, qu'est-ce que l'intention, qu'est-ce que sont les connaissances valides, quels sont les différents types de connaissances, comment on peut se fier ou pas à ce qu'on perçoit. On va dire ça, globalement, c'est à peu près ça. Donc, ce matin, ce qu'on va plutôt travailler, c'est ce qui était dit dans le programme, c'est plutôt qu'est-ce que l'esprit, pourquoi on travaille sur l'esprit. L'après-midi, on reviendra un petit peu sur les différents modes de connaissance dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la connaissance erronée jusqu'à la connaissance valide. Quelles sont les différentes catégories, comment on les distingue. Et on viendra sur 5 facteurs qui sont indispensables pour toute connaissance. Ils sont tout le temps là. On appelle ça les facteurs omniprésents. Et c'est des facteurs sur lesquels on peut travailler pour transformer nos perceptions. Donc là, c'est vraiment quelque chose vraiment qu'on peut utiliser d'un point de vue pragmatique dans la vie quotidienne. Demain, on passera sur 5 autres facteurs qui permettent de donner de la puissance sur notre esprit, qui sont les facteurs déterminatifs. On reparlera. Et on parlera des facteurs perturbateurs et des facteurs, à l'inverse, vertueux. On n'aura pas tout fait. Il manquera encore une catégorie, mais celle-là, on ne la fera pas, qui est les facteurs variables, c'est-à-dire ceux qui peuvent devenir vertueux ou non vertueux suivant l'intention qu'on met. Mais vous voyez, c'est déjà assez vaste comme programme. Et l'idée, c'est que je vous donne la base et après, c'est à vous d'expérimenter. Il y a une personne, je crois que c'était Vincent qui m'a dit qu'il avait fait Vipassana. C'est une des manières d'expérimenter comment fonctionne son esprit. On peut aussi comprendre comment on fonctionne dans la méditation analytique, comment ça fonctionne la méditation analytique et pourquoi ça transforme son esprit. Donc tout ça, vous voyez, on va le travailler, on va essayer de l'articuler. Et comme on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas, je pense que dans ce cadre, on peut le dire. Une fois que j'ai donné un peu l'apport, si vous avez des questions, vous posez des questions et puis on adaptera au fur et à mesure les 2 jours. On va essayer de faire... c'est l'avantage de ne pas être à 30. C'est que là, pour le coup, vous avez un cadre un petit peu plus souple. Mais on essaiera quand même de faire le programme. Donc, est-ce que ça va comme objectif? C'est pas mal? Ça correspond à ce que vous aviez besoin? Oui. Et à distance aussi, ça marche. Donc, on va commencer par pourquoi on étudie l'esprit et comment ça fonctionne. Alors ça, c'est des choses que vous avez déjà entendues un nombre incalculable de fois pour ceux qui ont étudié le bouddhisme. Mais la grosse question, c'est de savoir si on en est vraiment convaincu. On dit que notre bonheur dépend de notre esprit. La plupart du temps, on dit ça. Ça ne dépend pas uniquement des conditions extérieures. Et la question est, si nous en étions convaincus complètement, ben on serait à fond en train de travailler tout le temps sur notre esprit
Et on ne chercherait pas forcément plein de conditions extérieures qui, quand on s'ennuie, ah oui, mais je vais faire quelque chose, je vais regarder le téléphone, je vais parler à un ami, je vais acheter quelque chose, etc. Si on était vraiment convaincu que notre bonheur vient de notre esprit, on aurait un mode de fonctionnement différent. Je suis en train de réfléchir comment je vais vous l'aborder. Parce que l'apport, là, me semble pas uniquement nécessaire. Oui, on va faire une méditation et vous allez tout de suite l'expérimenter. Je vais changer un petit peu les choses. On va faire une méditation tout simplement pour montrer la différence quand on connaît quelque chose, on croit connaître, et le fait de connaître réellement. Ça vous va? Parce que c'est bien de parler, mais c'est bien aussi d'expérimenter. Il y a des moments, il faut y aller là. Donc là, on va y aller. Et après, j'expliquerai un petit peu ce qui s'est passé. Donc, je vais vous proposer de prendre la posture. Et comme ça, les personnes qui sont à distance, elles auront le droit à une méditation. Et puis déposer. Ressentez complètement votre posture des pieds à la tête. Donc, recommencez la même chose que tout à l'heure. Retrouvez la posture du bassin qui est correcte. Cet ancrage à la terre qui vous permet vraiment d'être ici et maintenant. Vérifiez la verticalité de votre dos et l'ouverture de votre cage thoracique. Et posez votre attention sur l'ensemble des sensations corporelles, y compris celles liées à la respiration. Toutes les sensations proprioceptives, les plus fines, à l'intérieur, jusqu'au niveau surfacique. Et ressentez notamment l'ensemble des sensations corporelles, du bassin jusqu'au bout des pieds, instant par instant, moment par moment. De la manière la plus fine, un peu comme si vous voyiez votre corps à l'échelle de pixels, tout petit. Toutes les sensations corporelles au niveau du bassin. Ressentez exactement aussi ces sensations au niveau de votre abdomen, à l'arrière du dos, au niveau des épaules, de la cage thoracique, jusqu'au bout des doigts. Et ressentez-les aussi au niveau de la nuque et de la tête.
Vous allez donc étendre votre perception, vos perceptions sur l'ensemble du corps de la manière la plus fine possible. Et je vais vous proposer une méthode. Vous allez regarder si vous avez une souffrance corporelle, une simple gêne, juste une douleur. Voyez si dans votre corps, vous avez une microtension à un endroit particulier. Notez-le juste et acceptez, c'est une tension parmi des sensations corporelles. Et vous allez aller tout simplement poser votre attention de la manière la plus fine possible, instant par instant, sur ces sensations corporelles qui sont liées à la gêne. Juste pour connaître, cherchez juste la connaissance, voir point par point ce qui est, sans rien essayer d'enlever, rien essayer d'ajouter, juste connaître. Est-ce que ça brûle, est-ce que ça pique, sans utiliser de concept, juste ressentir. Utilisez juste des sensations. Et regardez instant par instant de manière la plus précise possible pour connaître qu'est-ce que cette douleur. Et restez dessus le plus longtemps possible, juste pour connaître, en acceptant cette douleur. Puis je vous propose de reprendre conscience de l'ensemble des sensations corporelles, des pieds jusqu'au niveau du crâne. Et relâchez votre attention. On va juste débriefer pour voir ce que vous avez perçu. Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez eu quelque chose qui changeait dans vos perceptions entre le moment où vous la regardez de loin et quand vous la regardez de près? Pas de douleur. On n'avait pas de douleur avec ça. Alors c'est embêtant. Parce que j'étais petite. Du coup, il me semblait que ça permettait à mon esprit d'être vraiment dans un lâcher-prise total, où il regardait un corps qui fonctionnait avec les fonctions réflexes, déglutir, respirer, sans qu'il y ait d'autres volontés. C'était extrêmement reposant. Donc ça, c'est une expérience. Oui. C'est pas... le repos. Ok. Le repos. Roger, j'ai vu que... Oui, moi j'ai trouvé qu'il y avait une forme de... Enfin, j'avais pas vraiment de souffrance ou de douleur,
une petite tension au niveau des mâchoires. J'ai ressenti plus je portais mon attention sur cette tension, plus elle se détendait, plus elle se relâchait, comme si à un moment, c'était plus vraiment moi qui contrôlais, comme si c'était l'esprit qui avait pris conscience de cette tension. Ok. C'était l'esprit qui ressentait et qui au fond, relâchait. Ok. Une autre expérience. Je suis en train de... Ouais. Ça m'a permis de rentrer à l'intérieur. Oui, vous êtes rentré à l'intérieur. Je répète pour les personnes. Rentrer à l'intérieur. Mhm. La regarder. Oui. Est-ce qu'elle est... Et elle a bougé ou pas? Oui. Elle a disparu, elle s'est amoindrie, elle a augmenté, elle s'est amoindrie. Ok. Oui, Moi, le terme que j'avais une tension dans le cou. oui, Et quand j'ai commencé à me focaliser dessus, j'avais presque un sentiment de un truc qui m'étouffait, qui m'étranglait un peu. oui, Et très vite, ça s'est complètement radouci. oui. Et le sentiment qui est très fort, c'était une espèce de douceur, quoi. Et ce qui était étonnant, c'était cette transformation, mais super rapide et complète entre le sentiment d'étouffement, oui, et vraiment une grande Douceur. douceur, presque plénitude. Ah, ah. Ok. Pour moi, c'était compliqué parce que Ouais. j'ai des problèmes d'audition et il y a des mots qui m'échappent. Ok. Et évidemment, les mots qui m'échappent sont les mots essentiels pour Oh. Vous voulez vous rapprocher? Vous voulez vous rapprocher? Vous mettez une des chaises Je ne sais dessus pas quoi? si c'est un problème de distance. On peut essayer. On va essayer. On va essayer. Oh, il faut que vous soyez confort. On peut enlever un tapis là. Regardez, il n'y a personne au centre. Il n'y a vraiment personne. Ma chaise au milieu. Regardez, moi j'ai un écran, vous verrez. Juste là devant moi. D'accord. Et on va y arriver. Voilà. Voilà. Merci. Super. Donc, on réessayera. Ouais, moi aussi, en me focalisant dessus, j'ai senti qu'elle s'amoindrissait. Elle s'amoindrissait. Ouais. J'aime bien cette expérience. Vincent, il connaît. Je pense qu'il connaît bien. C'est du Vipassana, en fait, que je viens de vous faire. Mais voilà. Catherine ou Claire? Alors, il faut mettre le micro, par contre. Mais moi, c'était pas aussi agréable. Enfin, j'avais une sensation dans le coccyx. Et puis, je focalisais mon attention sur le coccyx, pardon. Et puis, à un moment, c'est arrivé dans ma tête. Et donc, j'en avais deux. J'avais le coccyx et la tête. Et donc, je me dis laquelle je choisis. Puis, je me suis dit, bon, bah, je reste sur le coccyx parce que c'était la moins forte et c'était celle que j'avais commencé au départ. Et donc, voilà, maintenant, la sensation dans la tête, elle est présente. Le coccyx, Il faut le la distant. refaire. La clé de cette technique, c'est l'acceptation, en fait. Oui, c'est ça. Si vous approchez, si vous sentez qu'il y a une tension, que votre esprit ne va pas voir directement, c'est-à-dire si il ne va pas regarder point par point la chose, il va la regarder en distance et qu'il y a une tension en fait entre l'objet qui est la souffrance et le sujet qui regarde. Et s'il y a ça, ça veut dire que vous avez de l'aversion. Et du coup, vous n'allez pas directement regarder la chose. C'est comme si vous avez peur de la chose ou vous avez du rejet sur la chose, donc vous n'allez pas la voir. Dans ce cas-là, vous réifiez la chose, c'est-à-dire que vous la rendez solide. Ceux qui ont été la voir directement et qui sont rentrés à l'intérieur, ils se sont rendus compte, ça diminue. Et on peut aller jusqu'à ça disparaît. La différence entre les deux, c'est que dans un, on croit savoir la chose. Donc l'esprit croit savoir que ça existe. C'est une souffrance, elle a des caractéristiques de son propre côté, ça l'augmente. Ça va la connaître. Tandis que si vous allez le voir point par point, c'est comme si vous touchez quelque chose. Vous voyez, vous allez directement la voir. Vous ne savez pas ce qu'elle est. L'esprit se met à connaître point par point.
comme la souffrance est impermanente, bouge d'instant en instant, etc., ça va diminuer votre perception de la souffrance. C'est quelque chose d'assez incroyable comme technique. C'est facile à faire sur de la souffrance, facile moyennant le fait qu'on l'accepte. Ce qui veut dire que si on a des souffrances fortes, c'est beaucoup plus difficile parce que l'esprit il va avoir ce... Voilà. L'avantage, c'est que là, on était en début de journée, c'était le début, on avait même une personne qui n'avait pas du tout de souffrance. C'est parce qu'en fait, au début de journée, ça va encore. En fin de journée, vous aurez peut-être des tensions plus fortes. On pourra refaire l'exercice si vous voulez. C'était ça que je voulais vous faire toucher du doigt. C'est que l'esprit, en fait, c'est le même objet. Hein. C'est vraiment la souffrance, la tension, vous l'aviez. Hein. Elle n'était pas inexistante, elle existait. Votre esprit a été connaître. Et il est capable de s'en libérer. Ou de l'amoindrir, ou que ce soit plus agréable, ou ceci. Donc, quand on dit notre bonheur dépend de l'esprit, c'est pas une théorie. C'est quelque chose qui est vrai, et elle est valable sur la souffrance physique, elle est valable sur la souffrance mentale. Notre manière de percevoir les choses, notre manière d'identifier l'objet, de le déterminer, de voir ce qu'il est, va conditionner complètement notre manière de vivre la chose. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Il faut le vivre au quotidien. Souvent, on dit, dans une même situation, vous avez deux personnes qui vont réagir différemment. Vous avez une situation, par exemple, de grand stress, où on vous met la pression, etc. Vous allez avoir des personnes qui auront des tendances à garder leur calme et d'autres qui vont être oppressés, ils vont se tendre et vont avoir des difficultés et vont souffrir. Donc on dit ça, c'est la démonstration, l'esprit crée ou pas son propre bonheur. Là, c'est une autre manière de démontrer pour une même personne, même perception au même temps, la manière dont vous percevez la chose vous-même sans changer de personne peut complètement changer votre expérience. C'est vraiment important de le toucher de manière expérimentale. Sinon, vous allez continuer et moi j'en fais partie, à rechercher du bonheur dans des choses extérieures, alors qu'en fait, on peut totalement changer nos perceptions d'une même situation, fût-elle facile ou difficile. Et là, la souffrance physique, elle n'est pas simple. Et bien là, vous pouvez la changer aussi. Ça ne veut pas dire que vous allez ne plus avoir de souffrance. Ça veut dire que la manière dont vous réagirez à la souffrance sera différente. Est-ce que je suis claire? Ouais. C'est pour ça que j'ai changé les choses. Je me suis dit qu'on allait mettre les mains dans le feu tout de suite. Tu peux dire une chose? Oui, Roger. Et après, ça... Oui. Oui, il y a aussi une chose qui est très significative. On le voit très bien à un moment donné, par exemple, quand il y a à choisir un président de la République, eh ben, c'est la même situation, mais il y aura pratiquement la moitié des gens qui sont heureux comme tout pour le même événement, et puis d'autres seront attristés, vont aller pleurer. Donc c'est bien la preuve que c'est pas le fait extérieur, c'est bien la perception intérieure qui nous fait réagir. Oui. Ça, c'est aussi vraiment flagrant d'observer cette situation. Mais oui. Oui. Je ne sais pas si ma question l'observation et les constructions. On essaye. Si ça ne vient pas aussi de données extérieures, je pense extérieures à ce que l'on est. Donc, données extérieures qui peuvent avoir commencé dès qu'on est petit, l'éducation, aujourd'hui, l'endroit où on vit, la façon dont on oriente les politiques, mais la notion de douleur en soi, on a l'impression que l'esprit, le mot que tu emploies, aujourd'hui, il considère qu'elle ne doit pas être. Or, la vie d'une manière très générale, elle est faite de plaisir, de douleur,
elle fait partie de la vie. Donc, c'est singulier. L'être humain, je trouve, a tendance à trouver que c'est très bien d'avoir du plaisir. C'est très mal d'avoir des soucis et des douleurs. Et si on réfléchit bien, quelquefois les plaisirs vont être peut-être plus destructeurs dans les projets qu'on a que les douleurs. Je veux dire, pour ça, je ne sais pas si ma question elle est bonne, mais est-ce que par l'extérieur, on n'est pas quelque part victime, mais après tout victime consentante, de croire que la douleur ne doit pas exister, que pour être heureux, on ne doit pas avoir de douleur. Je ne voudrais pas paraître maso, mais... Mais je suis pas sûre que ce soit que l'éducation. Oui. Naturellement, tout être vivant, et dedans j'inclus les animaux, Oui, etc., vont chercher le plaisir Mhm. et vont rejeter la douleur. C'est naturel. En fait, c'est une habitude qu'on a dans notre esprit. On va dire ça comme ça. Vous n'allez pas avoir un seul animal qui va se lever et qui va rechercher de la souffrance. Voilà. Simplement, en faisant ça, ça veut dire qu'on a notre esprit qui fait ce que j'appelle, ce que un de mes enseignants en anglais appelle le push and pull. Votre esprit, il va aller vers le plaisir, et il va aller à l'inverse. Alors par contre, il ne le voit pas parce que je suis pas assez. Donc il va aller vers le plaisir et il va s'écarter de la souffrance. Et ça, c'est habituel. Ce que vous venez de faire avec Vipassana, il y avait une souffrance, vous l'avez acceptée pour ceux qui ont réussi, et vous avez été vers la souffrance pour la connaître. J'ai bien mis comme option « connaissez ». C'est exactement l'inverse de nos réflexes habituels. Et qu'on nous dise que ça soit bien ou pas bien. C'est des réflexes dans notre esprit. Et c'est normal, du moins c'est normal. C'est une tendance. On va chercher le plaisir et on va rejeter la souffrance. Là, vous avez été neutre par rapport à la souffrance et vous avez été la voir. Donc, ce n'est pas la même démarche qu'on a faite. Oui. Ce stade où je suis aujourd'hui, que j'ai expliqué, c'est un travail que je fais depuis plusieurs semaines. Oui. Ça n'a pas été du tout ça au départ. Ça a été plutôt cette idée de il y a quelque chose qui ne va pas et je suis loin, et même l'espèce de panique. Oui, c'est normal. Est-ce que ça va durer, voilà. Et puis, et après, je me suis dit, maintenant, il faut se calmer parce que c'est physique. Là. Et aujourd'hui, j'en suis à ce stade. Oui, oui, c'est progressif parce que c'est un apprentissage. L'esprit, il a la capacité de connaître. Naturellement, il connaît les choses. Le seul truc, c'est qu'il peut connaître de manière juste. Il a une capacité aussi de projeter. Vous pouvez rêver. Quand vous rêvez, les images arrivent dans votre esprit et vous avez des choses que vous croyez être réelles. Dans votre rêve, quand vous rêvez, vous croyez que les choses qui apparaissent sont réelles. Dans la vie quotidienne, je vais toujours garder le même cas de la souffrance physique qu'on vient d'expérimenter. La souffrance, on croit qu'elle existe de son propre côté. Donc, derrière, on surimpose sur des sensations physiques quelque chose. Ce quelque chose commence à avoir des caractéristiques. En fait, la première étape, c'est on croit qu'il y a quelque chose qui existe. Ensuite, on rajoute des caractéristiques dessus. Sur les caractéristiques, on va réagir sur ces caractéristiques. Donc, c'est là où on va faire le... Et en fait, on réifie. Réifie, ça veut dire qu'on solidifie les choses. Notre esprit, il est capable de croire que quelque chose existe, même s'il n'existe pas de son propre côté. Il va croire que la chose est permanente, même si elle n'est pas permanente. Notre travail à nous, c'est d'aller voir ce qui est vrai. On n'invente pas, on n'essaye pas de changer la réalité, on va voir ce qui est vrai. Et ça veut dire aller au plus près, connaître au plus près
et donc avoir des connaissances valides. Et c'est vraiment là où sur ce point-là, on comprend qu'on peut changer nos perceptions, mais pas les changer uniquement en se disant « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Je reviens par rapport à ce que vous disiez. Non, en fait, on va les changer en essayant de voir ce qui est réel, ce qui est vrai, quelle base. Et sur cette base-là, on va pouvoir développer des qualités. Un exemple autre. Quand on veut développer la compassion, la bodhicitta, une des étapes qu'on fait, c'est dans les deux méthodes, dans une, on essaye d'égaliser la personne qu'on considère comme un ennemi, la personne qu'on considère neutre et la personne qu'on considère comme un ami. On essaye de comprendre que ces personnes-là, intrinsèquement, ça bouge à chaque instant, c'est des amas d'atomes, c'est des amas de conscience, du moins des instants de conscience, que de temps en temps elle est en colère, de temps en temps elle n'est pas en colère, de temps en temps elle a de l'amour, de temps en temps, etc., comme nous. Donc, du coup, une même personne va changer de catégorie très rapidement. Un ami, s'il vous dit quelque chose de très, très pas sympathique, il va passer très vite dans votre esprit, dans le côté ennemi. Et puis, il y a des moments où vous ne penserez pas à lui, il sera neutre. Et ça bouge. Alors que nous, on croit qu'une telle personne, c'est mon ami, une telle personne, c'est mon ennemi, une telle personne, ben, je la connais. En fait, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Donc, le travail que vous faites n'est pas de considérer quelque chose qui n'existe pas, c'est de considérer que la même personne, elle bouge de catégorie. Et comme ça, vous pouvez développer une capacité de comprendre sur une base de réalité. La réalité, c'est ça. Vous voyez? On n'est pas en train d'inventer des choses. On est juste en train de regarder ce qui est. Donc, c'est important de comprendre que le travail qu'on fait sur l'esprit, c'est un travail pour rechercher profondément ce qui est. On va revenir sur l'extérieur parce qu'il y a quand même quelque chose. Est-ce que la souffrance, elle vient que de l'esprit? Non. Non. Et pourtant, mais bon. Bon, on va rester très conventionnel. Quand vous êtes avec quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui arrive, qui vous blesse avec un coup de couteau, vous n'allez pas dire c'est mon esprit qui m'a blessé. Hein? Donc souvent, quand on dit la souffrance, c'est un clap. Ça fait. Il vous faut deux parties. La partie extérieure, la partie intérieure. Il y a les deux. Parce qu'il y a des personnes, ils vont être agressés, ils vont rester calmes, 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 et l'esprit ne va pas bouger, rempli de compassion, etc., de sagesse. Donc, il y a bien la partie interne. Mais il peut avoir la partie externe. Vous êtes en interaction avec le monde extérieur. Là, je parle d'une manière très ordinaire, dans la vie de tous les jours, la manière dont on perçoit les choses. Est-ce que vous pouvez changer les conditions extérieures tant que ça? Plus compliqué. Et en tout cas, arriver à n'avoir aucune circonstance négative dans votre vie, et là je reviens par rapport, vous aurez la mort, vous aurez la maladie, vous aurez des gens qui vont mourir, vous allez perdre des choses que vous aimez, vous allez être en contact avec des choses que vous n'aimez pas, ça va venir. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Par contre, ce que vous pouvez changer, c'est vous. La manière dont vous allez réagir par rapport à ces choses. Donc, il y a bien le clap, il y a bien deux côtés. Mais ce qu'on dit dans le bouddhisme, du moins ce qu'on dit en général, c'est que vous ne pouvez pas recouvrir la terre de cuir si jamais elle est remplie d'épines. Par contre, il suffit que vous mettiez des sandales avec du cuir et vous pouvez marcher. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas échapper au fait que certains de vos proches vont mourir. Vous ne pourrez pas échapper au fait que vous ayez de la souffrance physique. Vous ne pourrez pas échapper au fait que vous aurez de la colère des moments, etc. Au départ, on va parler à notre niveau. Pas au niveau plus haut, notre niveau. Par contre,
vous pouvez réagir différemment. Vous pouvez rentrer et cultiver la colère ou vous pouvez stopper et prendre du recul. Vous pouvez aller vers comprendre que la mort est inhérente à l'existence ou vous pouvez réagir d'une manière assez, on va dire, avec du rejet par rapport au fait que ça existe. Et cette différence-là va vous donner de la souffrance. Donc, en fait, oui, ça dépend beaucoup de l'esprit. Notre souffrance dépend beaucoup de l'esprit, mais il y a quand même des conditions extérieures. Les conditions extérieures, on n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans un monde très réel. On reste... Pardon, j'ai juste une question, excuse-moi. Est-ce que la souffrance et la douleur, c'est la même chose? Alors, dans la manière dont je vais utiliser les mots, alors, je vais dire oui. Mais tu peux avoir des sensations proprioceptives qui peuvent être désagréables sans pour autant avoir de la souffrance. Et plus tu iras plus finement, plus elles vont même, tu ne les verras plus comme négatives. Mais tu as une différence. Il y a la sensation proprioceptive, c'est aussi de l'esprit. Hein. On va revenir sur ce qu'est l'esprit. Et par-dessus, on rajoute une autre chose qui est la souffrance. Bon. C'est un peu comme une pyramide. On a des sensations, puis après, on rajoute des choses par-dessus, on réussit. Et là, on peut créer des choses assez... C'est un peu la différence entre sensation, perception. Il y a cette notion de sentir ou percevoir. Alors, c'est en fait, on va passer différents stades de... Là, on va y aller après, ça sera plutôt en fin de matinée, où c'est en fait, soit on perçoit directement, soit on utilise une image mentale. Notre esprit, il a deux manières de connaître. Et ça, on va revenir là-dessus. Je préfère, on finit le pourquoi étudier ce qu'est l'esprit, ensuite on va faire les distinctions. Notre point, c'est l'esprit, il fonctionne par habitude. Et c'est vraiment par habitude. C'est-à-dire que plus vous allez créer des tendances, plus ces tendances vont créer des causes qui vont faire que si vous prenez la cause de développer de la compassion, vous deviendrez de plus en plus compassionné. Si vous voulez voir un cas très concret, regardez les personnes âgées. Pas très gentil de dire ça. Non, c'est vrai. C'est pas une question de gentillesse, c'est pour tout le monde. Les tendances qu'on a, quand on devient, moi je vais expliquer par rapport à ma propre expérience, par rapport à des gens qui étaient dans ma famille. Au départ, ça peut être des petites tendances, et puis au fur et à mesure, et surtout quand la personne, moi malheureusement, elle avait de moins en moins la maîtrise de son esprit en fin de vie, et ben, les tendances qu'elle avait accumulées au fur et à mesure a fait qu'elle était tout le temps en colère. C'est presque une caricature. Des gens qui peuvent être très aimants, remplis de douceur, etc., ils peuvent être extrêmement doux en fin de vie. Mais ça peut aussi extrêmement changer. Hein, voilà. Mais regardez autour de vous. Vous voyez des gens qui cultivent la colère. Vous verrez qu'au fur et à mesure, ça devient tellement rapide qu'ils n'arrivent plus à maîtriser leur esprit. Vous voyez des gens, à l'inverse, qui vous inspirent, qui cultivent la compassion, qui cultivent la sagesse, qui cultivent le calme, la patience. Et vous verrez au fur et à mesure, même quand vous êtes dans des programmes d'études, que ces gens-là, s'ils continuent à le cultiver, ça va devenir de plus en plus ample. Donc c'est là où on a vraiment une grande responsabilité. C'est à nous de développer les tendances. Néanmoins, c'est une responsabilité où on a bien conscience que l'esprit, ça fonctionne par cause et conséquence, donc ça peut changer comme ça. Moi, ça m'est arrivé à cause de certaines maladies. Mon esprit, tout d'un coup, j'avais de la colère. Je ne savais même pas, il n'y avait pas de raison. Mais ça venait, c'était des tendances de colère qui arrivaient, blanc, blanc, blanc. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, vous ne serez,
ne soyez pas trop orgueilleux en disant je vais tout réussir, tout maîtriser. Non, il faut de la patience, ça se fait petit à petit, étape par étape. Et parfois, il y a des chutes, c'est pas grave, c'est juste qu'il y a des causes qui sont à lui. Faut être cool. Faut être cool. Et le dernier point, c'est que tout ce qu'on fait vient de l'esprit. Donc, c'est très important de travailler sur l'esprit parce que vous mettez des intentions. Quand vous tendez le bras pour, je ne sais pas, saisir cette bouteille parce que vous avez soif, c'est bien parce qu'au départ, vous avez posé l'intention, vous allez tendre le bras. Ce qui veut dire que si vous travaillez sur l'esprit, en fait, vous allez travailler sur votre parole, vous allez travailler sur votre corps. J'ai une question là. Oui. Si tout vient de l'esprit, alors c'est difficile de dire je vais travailler sur l'esprit. Parce que c'est aussi une réflexion de l'esprit. C'est Donc, exact. C'est le temps -1 qui donne une intention pour le temps suivant. c'est Ce que ça. vous travaillez, c'est l'esprit qui travaille sur l'esprit quand vous êtes, ce qu'on est en train de faire là, que vous êtes en train d'écouter. Vous êtes en train d'écouter, vous récupérez des informations. Vous posez des questions, c'est aussi votre esprit. Là, vous venez de me parler, d'accord, ça c'est de la parole, c'est le corps physique qui vient de s'exprimer, mais je suis en train de vous réexpliquer encore l'esprit. Vous allez être d'accord ou pas d'accord, encore l'esprit, et c'est vous qui êtes en train de travailler, en train de réfléchir. Votre esprit est en train de vérifier si ce que je dis est juste, correspond ou pas à ce que vous voulez, à la réalité. Même la parole, d'ailleurs. La parole a une composante corporelle. Vous avez vos Oui, cordes mais ça vient vocales, etc. la Mais parole va s'exprimer grâce à... il y a une pensée qui émerge avant le processus de la parole. oui, Pour l'acte, d'ailleurs. c'est ça, c'est ce que je vous dis. Tout acte physique, y compris la parole, va être conditionné par un acte mental d'abord. Le pilote, c'est quand même l'esprit tout le temps. Alors, pilote. Le Truc, pilote, je veux c'est dire, qu'il n'y a pas de jeu qui pilote, c'est des le boss. causes-conséquences. Ouais, voilà. C'est des causes-conséquences. Vous avez la capacité de mettre des intentions. Donc, il y a quelque chose qui est capable d'orienter. Parfois, les causes sont tellement fortes que ça ne marche pas totalement, mais vous avez la capacité de dire, moi, je veux travailler sur la compassion. Et vous allez mettre les causes pour travailler sur la compassion. C'est aussi l'esprit. Et c'est l'esprit. D'accord. Pardon. Mm. Est-ce que c'est l'esprit qui nous empêche de travailler sur l'esprit? Alors, ne réifiez pas l'esprit. L'esprit, c'est ce qu'on va voir, c'est une multitude de choses. C'est c'est plein de mécanismes qui fonctionnent ensemble. C'est des instants et des instants, c'est-à-dire vous coupez une milliseconde, vous avez plein d'instants à l'intérieur. Votre esprit, il est capable de réciter. J'avais un guide de méditation en Vipassana qui disait qu'il était capable de réciter guerre et paix en quelques secondes. Il va très vite, tellement vous ne vous en rendez pas compte. Et en fait, c'est des instants de conscience qui conditionnent l'instant de conscience suivant. Vous voyez, ça marche comme ça. On croit qu'il y a un pilote. En fait, là, quand on est en train de réimposer un truc sur un fonctionnement. Donc, là aussi, il est important, au fur et à mesure, dans vos méditations, d'apprendre ce qu'est l'esprit, voir comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a un pilote ou pas, et aller le plus proche possible. Un peu de travail, mais on reviendra. Et donc, l'esprit, ce n'est pas uniquement de l'intellectuel. Souvent, on dit l'esprit, c'est quand on réfléchit. Maintenant, quand vous percevez là, moi, je suis en train de vous percevoir, je vous regarde. Je sais que vous êtes là. Je vois à distance, je vois tout ça. Donc, clairement, ces perceptions, y compris sensorielles, c'est de l'esprit. Le mental fait partie de l'esprit. Mais le mental, c'est pas que de l'intellectuel, c'est pas qu'une réflexion. C'est une conscience qui ne dépend pas du corps uniquement.
mais elle aussi, elle fonctionne d'instant en instant. Donc, soyez vigilants, des fois dans notre... Il faut voir quel est le référent du label qu'on met sur esprit. Certaines personnes vont mettre que la conscience mentale. Il y en a d'autres qui vont faire quelque chose de plus large ou de plus étroit. Affiner au fur et à mesure, c'est quoi ce sur quoi vous mettez le label esprit. Il peut être plus ou moins large. Là, on va justement, je suis en train de commencer la transition sur qu'est-ce que l'esprit. Voilà. Et donc, l'importance, oui, ben, ça, on l'a déjà dit. Je vais juste, pour que vous ayez tous la même chose, hop. Je vais juste vous projeter un point avant. Où vous ayez toute la slide et que vous ayez récapitulatif de ce qu'on vient de dire. Que quand je parle, c'est bien, mais on dit que quand quelqu'un apprend, ça marche encore mieux quand il voit, quand il note, et voilà. Donc là, je vous mets un peu de visuel. Ça arrive. Et en même temps, il faut que je projette sur... Des fois, c'est un peu court. Ça marche. Vous voyez à distance? Oui. Ça marche. Oui, parfait. Donc, on a dit, notre bonheur dépend de notre esprit, on l'a testé directement. On a parlé du clap de la souffrance, conditions extérieures, conditions intérieures, c'est important de bien comprendre. Donc, les conditions internes, c'est l'esprit, conditions externes, c'est pas forcément l'esprit. On pourrait aller plus loin, on va rester à ce niveau-là pour l'instant. Dans une même situation, on peut avoir des perceptions différentes. Il faut voir celle qui crée le moins de souffrance, celle qui est le plus proche de la réalité. On a dit toutes nos actions proviennent de l'esprit, donc c'est important de travailler sur l'esprit, sinon nos actions peuvent être justes ou pas justes, justement, suivant l'intention qu'on va y mettre. L'esprit fonctionne par habitude, et comme c'est par habitude, on peut travailler pour qu'il fonctionne différemment. C'est le côté positif, c'est facile. Et il est important de connaître les choses pour agir de manière juste, que je vous disais, être le plus proche de la réalité, mais aussi avoir une intention qui soit la plus proche des causes de son bonheur, mais pas uniquement du sien, parce qu'en fait, notre propre bonheur dépend de celui des autres. Donc, si vous voulez agir de manière juste, agissez de manière vaste. Tout à l'heure, quand on a fait la motivation, j'ai fait exprès de mettre des personnes de votre famille autour de vous, puis d'augmenter, etc. Pourquoi? Parce que comme ça, ce que vous êtes en train de travailler là actuellement, vous ne le faites pas que pour vous. Donc agir de manière juste, c'est pas que pour vous. C'est pour l'ensemble des êtres, c'est bien mieux. Et je ne sais pas ce que j'ai mis sur la dernière page, que je ne vois pas. Importance d'expérimenter sur une base de connaissances. C'est pour ça que je vous ai fait faire la méditation dès le départ. C'est bien de vraiment aller vers l'esprit, il expérimente. Et c'est bien d'expérimenter, mais c'est bien aussi de connaître. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de faire, je vous donne des concepts. Après, vous allez vérifier que ces concepts existent dans votre propre esprit. Est-ce que ça marche? Est-ce que l'esprit fonctionne vraiment par habitude? Est-ce que tout ce que je fais provient vraiment de l'esprit? À vous, ça c'est votre travail. Mais du coup, c'est important d'avoir au départ une base, quelqu'un qui vous dit quelque chose, et après vous vérifiez. Ça peut être très bien d'avoir un cadre. C'est bien d'expérimenter, mais c'est bien aussi pour aller plus loin, d'avoir des connaissances supplémentaires. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors, l'esprit, la définition que je vais vous donner, c'est-à-dire quelle est la base de référentiel, quelle est la chose qui correspond à l'esprit. Alors, l'esprit, ça peut être plein de choses, mais là, le cadre dans lequel je vous le donne, c'est ce qu'on dit clair et connaissant. Voilà, voilà, on a fini, au revoir. Mais non, c'est pas si simple que ça. Alors, clair. Clair a deux composantes. La première, c'est le miroir. Votre esprit, il est capable de refléter les objets.
il est capable de se refléter lui-même. Vous pouvez connaître correctement votre esprit. Si jamais il ne reflétait pas, s'il n'y avait pas d'objet qui apparaissait à votre esprit, miroir, c'est un objet qui apparaît. Vous ne pourrez pas le connaître. Vous ne pourrez rien connaître si dans mon esprit n'apparaissait pas l'image de l'Amatson Kappa et de ses 2 disciples, je ne pourrais pas savoir qu'ils sont là. Donc, il y a besoin d'avoir ce côté miroir. Ça apparaît. Mais Claire a 2 notions. Il a aussi la capacité d'illuminer. Dans le noir, vous mettez un miroir dans le noir, il ne va pas refléter grand-chose. L'esprit a cette notion de luminosité et elle peut être expérimentée. C'est-à-dire qu'il a cette notion de clarté, il a une capacité d'illuminer l'objet, il peut s'illuminer soi-même. Non seulement il le reflète, mais il l'illumine. Il y a une notion de lumière dedans. Quand on le dit, voilà, on peut le répéter comme un perroquet, c'est très bien, mais on ne l'expérimente pas. Donc, il y a un point qui... Ah, il y a Roger, juste après, je finis juste ça. Il y a des méditations qui permettent d'aller vers cette notion de clarté. Je vous conseille, au fur et à mesure, on ne pourra pas tout faire. Donc là, celle-là, elle n'est pas sélectionnée. Mais essayez de voir, expérimenter votre esprit. Vous l'avez 24 heures sur 24. Expérimentez, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça reflète? Et est-ce que ça illumine? Et il y a des méditations qui existent, qui sont sur ce point-là. Travaillez sur ce point-là. Roger. Oui, la clarté, la luminosité, ça fait référence à du visuel pour moi quand j'entends ça. Mais est-ce qu'on peut aussi sous-entendre que ça concerne les autres perceptions sensorielles? Que Tout à c'est fait. pas que c'est aussi entendre, parce que celui qui n'aurait pas la capacité visuelle, il n'aurait pas d'esprit, donc c'est pas ça. Non, parce que on va prendre la sensation, un autre sens, pas la mentale, mais le gustatif. Je peux tutoyer? Oui? Oui, sans problème, avec plaisir. Ok. Parce que j'ai une tendance à tutoyer, et après je me dis mince, c'est pas bien. Non, moi aussi, c'est bien, merci. Imagine, tu es en train de manger une pomme. La sensation gustative, ta conscience gustative va refléter. Donc la première chose qui va apparaître, c'est le goût de la pomme. Le goût est l'objet, mais il apparaît à ta conscience. Et en même temps, ton esprit, si jamais, il va aussi, la notion de clarté en termes de lumière, moi, une fois, ça m'est arrivé, je me suis rendu compte quand tu es dans le noir, quand vraiment tout est noir, il y a quand même cette notion de clarté dans l'esprit. C'est assez bizarre, cette luminosité. C'est pas une notion, on utilise un terme de conscience visuelle, mais il y a bien une notion, il y a quelque chose derrière qui est clair. Il y a cette notion de lumière. Et pareil, là, quand tu manges ta pomme, tu vas voir le goût de la pomme qui arrive, et en même temps, l'esprit a cette capacité à éclairer ce goût de la pomme. Il a la capacité à montrer que le goût de la pomme est là. On pourrait imaginer que tu manges une pomme, mais que tu as perdu le sens à cause du Covid-19. Là, tu vas plus avoir le goût de la pomme qui va pas apparaître et tu auras toujours de la luminosité, mais le goût de la pomme, il n'apparaîtra pas. Il ne sera pas là. Donc, quand on est avec des consciences sensorielles, il y a toujours une dépendance par rapport au corps. Ce qui n'est pas le cas pour la conscience mentale. Bon, on reviendra là-dessus. C'est conceptuel. Non, non, c'est pas conceptuel. Il faut vraiment que ça soit expérimental. Non, la conscience mentale, elle est conceptuelle. Non, elle peut être directe. D'accord. Ah. Et connaissant. Connaissant, ça veut dire qu'il connaît. Un miroir, il ne sait pas qu'il est en train de refléter. Un miroir, ça reflète. Ça illumine même pas, mais ça reflète.
connaissance, ça veut dire que vous savez. Mais ça ne veut pas dire que vous connaissez particulièrement totalement le truc. Là, par exemple, je pourrais imaginer qu'il y a un éléphant rose qui est en train de courir dans la pièce et le visualiser. J'aurai l'éléphant rose qui apparaît dans mon esprit, ce que je suis en train de faire. J'aurai la connaissance qu'il y a un éléphant rose qui est en train d'apparaître dans mon esprit et qui est en train de gambader dans la pièce. Ça ne veut pas dire qu'il y a un éléphant rose dans la pièce. Donc, connaissant, ça veut dire juste qu'il connaît l'objet. Ça ne veut pas dire qu'il le connaît de manière juste. Ça ne veut pas dire qu'il ne se trompe pas. Ça veut juste dire qu'il sait qu'il y a quelque chose. C'est clair sur ces concepts-là? On peut dire que c'est une connaissance innée, ou alors est-ce que c'est une connaissance acquise au fil des expériences de l'esprit qui a vécu des vies et des vies successives? Connaissance, c'est quelque chose qui fait partie de l'esprit, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de... C'est dans sa nature. Dans sa nature, il connaît. Dès que tu as l'esprit, il est clair et connaissant. Après, il y a des connaissances qu'on peut acquérir, etc., mais c'est autre chose. Là, c'est vraiment la nature de l'esprit, elle est claire et connaissante. Donc, elle est capable de connaître ce qui est ou ce qui apparaît dans l'esprit. Et ça, c'est automatique. C'est-à-dire il voit un arbre, par exemple, il ne dit pas forcément arbre, Non. mais il le reconnaît en tant que objet, quoi. Voilà, il voit quelque chose, c'est ça. D'accord, Exactement ça. merci. Et du coup, ça sera encore plus clair quand on va faire sur les facteurs omniprésents, parce que les facteurs omniprésents, ça décrit exactement les fonctions de l'esprit, quel que soit l'esprit. Tout le temps. Du coup, dans connaissance, on peut mettre aussi tout ce qui est croyance, étiquette qu'on met sur les choses. Là, c'est pas le sens. Là, c'est vraiment connaître dans le sens, ça apparaît et c'est appréhendé ou pas, mais en tout cas, c'est la capacité d'appréhender. Ça a la capacité d'appréhender. Après, des fois, ça appréhende pas. Et ça a la capacité. Mais sur les questions de croyance, etc., ça, c'est différent. C'est des constructions en plus. Là, on est sur l'esprit, la nature de l'esprit. C'est un peu qu'est-ce que la nature de la pomme. Tu vois? Là, c'est qu'est-ce que la nature de l'esprit. Qu'est-ce que c'est l'esprit? Comment est-ce que je peux définir, comment je peux... Alors là, je suis en train d'utiliser les sensations, mes sens comme ça, mais on ne le touche pas. C'est quelque chose qui est immatériel, un esprit. Donc, comment est-ce qu'on décrit cette chose matérielle, mais qu'on a en permanence avec nous? Pas dire c'est des neurones. Il y a bien quelque chose qui est clair et qui connaît, même quand on dort, même quand on rêve. Quand on rêve, il y a des choses qui apparaissent. D'accord. En fait, il n'y a pas d'objet extérieur, c'est l'esprit lui-même qui se met à projeter, et puis il croit qu'il est en train de gambader dans la prairie. Bon, je gambade beaucoup en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc, vous voyez, et ce qu'il faut, c'est savoir qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est pour ça qu'on dit que l'esprit ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Il est capable. On utilise beaucoup ça en thérapie aussi, quoi. Il est capable de faire la différence. Oui. Mais des fois, on peut utiliser le fait, on peut... Est-ce que... J'ai du mal avec le terme connaissance, en fait. Ouais, c'est ça que... Qu'est-ce que tu... On va partir de toi. Qu'est-ce que tu comprends par connaissance? La connaissance, c'est savoir que ça existe. Connaître, ça veut dire aussi bien l'avoir appréhendé. Alors, tu peux... Répertorier peut-être. Connaissance, c'est connaître, savoir. Tu commences à répertorier, à référencer. Ouais, là, c'est savoir. Quand tu ouvres les yeux le matin, premier instant de conscience visuelle quand tu ouvres les yeux le matin. C'est tout flou, tu vois, tu ouvres les yeux. Est-ce que tu connais?
pour essayer de creuser ton terme de connaissance. Je connais ma chambre. C'est tout flou. Là, tu ouvres juste les yeux, il y a la lumière qui rentre. Tu vois, t'as pas rien. Est-ce que tu as un esprit à ce moment-là? Est-ce que tu as une conscience visuelle à ce moment-là? Ouais. Si tu as une conscience visuelle, il est connaissant. Esprit, dans la manière dont je l'utilise, c'est synonyme avec conscience. Okay. Pour ça, je vérifie quand même. Mais pas seulement, c'est ça. Quoi? Quand tu dis l'esprit, c'est la connaissance visuelle, mais pas seulement. Pas que. Oui. Là, c'est un exemple. C'est pour lui montrer, parce que nos sens qu'on utilise le plus, c'est le sens visuel, le sens proprioceptif et le sens auditif. Les deux autres, on les utilise quand même un peu moins, au niveau d'utilisation. Donc, j'utilise beaucoup la conscience visuelle parce que ça parle. Mais en fait, ce qu'on utilise aussi beaucoup, et qui est là tout le temps, bien plus que ce que je viens de citer, c'est la conscience mentale. Elle part jamais. On peut peut-être dire que le connaissance, ça veut dire que si on perçoit, mettons visuellement, un objet, mais qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas ni à quoi ça sert, ni son nom, on peut dire que l'objet le connaît visuellement, mais voilà, il n'est pas obligé de le nommer, de se dire C'est ça. ça. Voilà. C'est ça. On n'est pas sur de la conscience où on identifie précisément avec un nom le truc. Quand vous étiez quand vous avez été voir point par point la souffrance, normalement, vous nommiez pas point par point ce qui se passait. Par contre, vous connaissez point par point ce qui se passait. Vous le ressentez. Ouais. Mais vous voyez, quand on dit clair et connaissance, ça a l'air très simple. Quand on creuse un peu, ça l'est un peu moins. Parce que certains d'entre vous, ils ont dit appréhender. Non, un objet, ça peut apparaître, mais ne pas être appréhendé. Et pourtant, il y a une conscience. Je vous donne un exemple. Vous imaginez ici, je suis en train de parler et vous avez un énorme tremblement de terre. Vous allez avoir peur. Pas tout le monde, mais on va dire que vous allez avoir peur. Je vais continuer à parler. Le son va arriver à vos oreilles. Il va apparaître à votre conscience auditive. Il est probable que vous vous souveniez et que vous n'appréhendez pas un gramme de ce que je vous dis. C'est valable plein de fois. Des fois, vous êtes là, votre conscience, elle est ailleurs. Il y a quelqu'un qui vous parle, vous l'entendez, vous vous en souvenez pas. Mais il est possible que vous vous en souvenez pas, mais que vous l'ayez entendu, c'est une chose. Mais il est possible aussi que l'objet apparaît, mais vous ne l'avez pas du tout appréhendé. Votre esprit n'a pas été jusqu'à l'appréhender. Parce qu'on est absorbé par quelque chose qui nous paraît plus important. C'est ça. Et donc, du coup, ça peut arriver. Un autre exemple. Non, j'enlève celui-là parce que j'en suis pas sûre. Ouais. Être précis. Dans ce cas-là, connaître, c'est connaître son existence, mais sans... Voilà, et tu te souviendras même pas que tu l'as vu. Mais ton esprit, il l'a quand même reflété, il l'a quand même, il était quand même là, et là, tu vois, ça devient délicat de dire connaître, parce qu'il l'a pas appréhendé. Mais néanmoins, il a cette capacité de connaître. Naturellement, il a cette capacité-là. Mais il l'a pas complètement appréhendé. Du coup, tu t'en souviens pas. Quand on regarde par la fenêtre d'un train, par exemple. Pardon? Quand on regarde à travers la fenêtre d'un train, par exemple, ça va très vite, on n'a pas le temps de tout saisir. La conscience. Oui, alors après, le truc, c'est que la conscience, elle va très très vite. Les consciences visuelles, etc., elles sont directes. Elles vont très très vite. Après, le truc, c'est qu'il y a la conscience mentale. Quand tu te souviens de quelque chose, c'est pas la conscience visuelle, c'est la conscience mentale. On va y travailler là, justement. C'est bien, on est en train de faire le switch. Comme ça,
Oh, on aurait presque... Ouais. On va travailler justement sur ça. Alors, pardon. Ok. On va partager encore l'écran une nouvelle fois. Parce que j'avais arrêté le partage. C'est bon. Ouais. On commence par les divisions de l'esprit. Donc là, je l'ai dit plusieurs fois, mais on va le redire. On peut diviser l'esprit de plein de manières différentes. Là, vous avez une division en 6. Même la conscience mentale, on peut la rediviser pour certains. Donc, une division, ça veut juste vous montrer des référents, des choses que vous pouvez identifier différemment. Quand on parle de conscience visuelle, ça veut dire que l'objet, une conscience visuelle ne va apprendre que les formes, les couleurs et les formes. Elle ne va pas appréhender le son. Elle dépend de quoi? Elle dépend de son objet, elle dépend de l'instant de conscience précédent et elle dépend de la capacité du corps à voir. On appelle ça le pouvoir sensoriel. Donc, ça dépend du corps. Conscience auditive, même chose. Elle va n'appréhender que les sons. Elle n'appréhendra pas les formes. Elle dépendra du pouvoir sensoriel lié au son. Ce n'est pas uniquement l'oreille, c'est plus subtil que ça. Mais c'est quand même quelque chose de physique. On a la conscience olfactive, les goûts. Olfactive. Les odeurs, pardon. Si maintenant je change les trucs, c'est plus la même conscience. Donc, dégustative, le goût. Et la proprioceptive, c'est tout ce qui est touché. Mais c'est aussi toutes les consciences à l'intérieur de votre corps. Vous êtes capable de ressentir l'intérieur de votre corps. On l'a fait un petit peu tout à l'heure quand je vous disais de ressentir toutes les consciences. Le toucher. Quand on dit toucher, on pense au toucher extérieur. Pensez aussi qu'en fait, vous ressentez tous les mouvements de votre corps, y compris au plus profond de votre corps. Donc ça, c'est vaste, hein, la proprioceptive. Toutes celles-là, elles dépendent d'un pouvoir sensoriel qui est lié au corps. Et il y a la conscience mentale. La conscience mentale ne dépend pas d'un pouvoir sensoriel lié au corps. Ça veut dire que quand vous dormez, généralement, conscience visuelle, elle se rétracte, elle se dissout. Conscience auditive, olfactive, gustative, proprioceptive, tout ça, normalement, à un certain stade du sommeil, elles sont très diminuées, voire absorbées. Par contre, il reste la conscience mentale. C'est pour ça que je vous dis que la conscience mentale, c'est celle qu'on a en permanence. Elle bouge pas. Du moins, elle bouge pas. Elle peut être plus ou moins subtile. Ça peut plus ou moins être grossier. Mais elle est continue. Elle ne s'interrompt pas. Les gens dans le coma peuvent avoir perdu une partie de leur conscience sensorielle, mais ils auront toujours la conscience mentale. Comme on n'est pas dans... Oui, Roger. Est-ce qu'on peut dire aussi que la conscience mentale, c'est la partie illusionnée de l'esprit qui continue au-delà de la mort? Alors, oui, la conscience mentale, c'est ce qui va continuer au-delà de la mort. Quand on parle de continuité de l'esprit, on considère que l'esprit étant quelque chose d'immatériel, donc qui n'est pas causé uniquement par le corps, c'est ce qu'on voit avec la conscience mentale. La question elle est d'où il vient. Et plus on pose, on va dire qu'il vient d'un instant précédent et ainsi de suite. Et plus on remonte, plus on se dit, bah, il vient d'un instant précédent. Et c'est comme ça qu'on réfléchit aux notions de renaissance. Parce qu'il y a cette conscience-là. Par contre, la notion d'illusionner, conscience mentale n'est pas forcément illusionnée. Exemple, quelqu'un qui a réalisé totalement
la vacuité du soi et des phénomènes. Il va voir les choses clairement par rapport à ce qui est. Il va voir la réalité des choses. Il n'est pas illusionné, c'est sa conscience mentale qui fait ça. Ce n'est pas ses consciences visuelles, auditives, olfactives, gustatives ou proprioceptives. C'est la conscience mentale qui fait ça. Donc, en fait, celle sur laquelle vous travaillez quand vous êtes en méditation, c'est la mentale. Et souvent, quand je vous guide le mercredi soir, pour ceux qui sont là, je vous fais guider, entre autres, méditer les yeux entrouverts ou ouverts. Et c'est pas moi qui ai inventé ça, hein. C'est un de mes enseignants. Pour différentes raisons, c'est que quand on est débutant, on peut prendre cette habitude de méditer les yeux fermés parce qu'on est plus concentré. Le seul problème, c'est qu'à terme, on diminue la capacité de notre conscience mentale, on la muscle pas, on va dire ça comme ça. Tandis que si on est capable d'avoir les yeux ouverts et la conscience mentale qui médite, vous aurez une clarté dans l'esprit parce que le fait qu'il y ait de la lumière qui rentre, et ben votre esprit sera plus lumineux. 2, vous aurez la capacité de dissocier la conscience visuelle et la conscience mentale. Ça, c'est génial. Et 3, comme vous êtes vachement attiré par la conscience visuelle, et c'est normal, parce que on l'est tous, et c'est parce que c'est notre habitude, c'est une habitude, ça va vous permettre de travailler à muscler votre conscience mentale. Vous voyez, parce que vous allez avoir la tendance à aller voir, mais en fait, si vous arrivez à travailler sur la visualisation en même temps que vous avez les yeux ouverts, votre conscience mentale devient plus puissante. Et vous avez besoin de ça. Donc, fermez pas les yeux. Ce serait dommage. Ça serait dommage. Vous perdrez quelque chose. C'est déjà pas mal. Il est midi? Non, pas encore. C'est bien. Alors, j'ai beaucoup parlé. J'aimerais bien vous faire expérimenter un peu les trucs. On va d'abord vérifier. Vous avez des questions déjà sur cette partie-là? Ou pas? Vas-y, vas-y. Moi, je n'ai pas bien compris ce que tu viens de dire au sujet de l'intérêt de garder les yeux ouverts par rapport à la conscience mentale et la conscience visuelle. Visuel. Ouais. Tu as déjà médité les yeux ouverts en visualisant un point lumineux? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive par rapport à quand tu as les yeux fermés? J'ai l'impression que j'ai plus de mal. Tu as plus de mal. Oui. Parce que ta conscience, elle va voir des choses, elle va être attirée par les choses. Oui. Donc, du coup, elle va être distraite. Oui, j'ai compris. Donc, en fait, si tu t'entraînes à avoir ton esprit qui arrive à aller en un point sur ton point lumineux, en même temps que tu as d'autres facteurs qui arrivent, ça veut dire que tu as beaucoup plus musclé que si tu as les yeux fermés. Oui, d'accord. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, tu vois, les débutants, on leur dit souvent de fermer les yeux pour justement apprendre. Le seul truc, c'est qu'on leur donne une habitude qu'ils ont du mal. Moi, j'ai beaucoup de gens, le mercredi soir, je les vois, ils restent les yeux fermés. Ils n'arrivent pas à ouvrir. Dommage parce que du coup, ça devient une habitude, c'est un confort. Et quand vous êtes en train de travailler avec quelqu'un, parler avec quelqu'un, vous avez les yeux ouverts généralement. Difficile de dire je t'aime avec les yeux fermés. Donc, comme votre travail de méditation, c'est pas juste le calme, mais c'est pouvoir à chaque instant maîtriser votre esprit. C'est important de pouvoir le faire dans la vie quotidienne. Quand je suis arrivée, j'ai dit que ce qui m'intéressait, c'était de voir sous l'angle justement du bouddhisme. Oui. Et là, il me semble, mais il est possible que je comprenne mal ce que tu dis aussi. Je perçois des choses qui ne sont pas exactement celles que m'a fait percevoir
que me fait percevoir la voie du yoga. À savoir, tu définis l'esprit comme étant clair et connaissant. Et pour préciser le sens du mot clair, tu as dit qu'il était à la fois un miroir et une lumière. Or, pour le yoga, l'esprit, alors, éclairant, oui, par nature, l'Atman, il est, le Purusha avec un grand P, il est éclairant, mais il n'est pas miroir. Ce qui est miroir, c'est le chitta, c'est la conscience mentale. Et si la conscience mentale est très bien orientée, disciplinée, qu'elle ne se prend pas pour le maître, elle peut à ce moment-là être un miroir pour que l'esprit puisse se voir illuminé, et c'est ce qui fait progresser. Parce que quand on a l'immense bonheur, quelques fractions de seconde, de sentir ce que l'on est en vrai, et non pas cette fameuse phrase de Descartes qui dit « je pense donc je suis », elle est terrible, je trouve, parce que nous ne sommes pas justement nos pensées. Donc, ce qui me surprend, c'est que tu dises qu'il est miroir, cet esprit. Ça veut dire qu'il reflète une conscience visuelle, sans parler de conscience mentale, conscience visuelle. Là, tu es en train de voir, voilà, tu es en train de me regarder, donc tu me vois. Oui. Ta conscience visuelle, j'apparais dans ta conscience visuelle. Donc, c'est ce sens-là, le miroir. C'est que la forme que j'ai actuellement est en train d'apparaître dans ton esprit. Oui. Est-ce que la notion que tu donnes, toi, c'est un miroir qui n'est pas uniquement... Là, miroir, c'est même pour les objets ordinaires. C'est pas uniquement savoir qui on est, etc. C'est l'esprit, on l'a en permanence, qu'il soit perturbé ou qu'il soit plus clair, et en permanence, il reflète des choses. C'est cette notion-là, parce qu'en fait, il faut faire attention, je pense qu'on n'a pas le même référent, tu vois. Autre chose. Référent, je pense. Il y a Roger qui... Oui. Oui, ben, il me semble avoir compris quelque chose dans ce qu'elle vient de dire, là, Oui. l'intervenante, là. C'est que je pense qu'effectivement, c'est nous, dans dans ce que tu donnes comme explication, Anne-Sophie, c'est que l'esprit, la quintessence même de l'esprit, c'est-à-dire sa nature, j'ai envie de dire sa nature éveillée, elle est clarté vraiment. Mais nous, dans notre mode de fonctionnement, on a un peu de poussière sur le miroir, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Elles sont déformées, elles sont pas, on les voit comme existence, etc., mais on les voit pas euh, vide d'un soi. Enfin, on voit pas tout ça. Alors que dans ce qu'elle décrit dans le yoga, c'est la clarté, pureté, comme si on était un esprit éveillé et puis sans. C'est ça. C'est-à-dire que nous, notre notion de miroir, le miroir, il peut être sale. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui est en colère. Bien sûr. Quelqu'un mais qui est en... aussi, le chitta peut être un miroir qui n'est pas beau, mais je voudrais revenir par rapport à ta conscience visuelle. Voilà, prenons la conscience visuelle. La conscience visuelle, si te connaître, c'est pouvoir t'identifier la prochaine fois que je te croise, savoir un petit peu d'où tu viens, ton parcours, ce n'est pas te connaître. Pour que j'aille la connaître, c'est-à-dire que si le chitta ne met pas, parce que ça, c'est la conscience mentale, ma connaissance que j'aurai de toi. Ce que tu viens de dire, mais oui. si je veux vraiment, si c'est moi qui ai la connaissance,
à ce moment-là, le miroir est pur et renvoie ce que tu es. C'est comme, il y avait un grand yogi là tu vas trop qui loin. disait, je pose ma main sur l'arbre et je suis l'arbre. Sans aller à ce niveau-là. Là, tu as d'autres niveaux de perception. Là, tu me vois. Tu n'es pas en train de Bien sûr. juste me voir. Tu vois, sans la forme, les couleurs. Mhm. Ça se reflète dans ton esprit. Oui. Et ce n'est pas la conscience mentale qui est en train de... C'est bien tes yeux. Es-tu sûre? Parce que après, il y a l'image et il y a oui, aussi... mais moi, là, je parle que de la conscience visuelle. Je ne parle pas de la conscience mentale qui peut travailler sur l'image. Ça arrive à dissocier. C'est-à-dire que dans la connaissance que je vais avoir de chacun ou de ma journée, il y aura toujours cette activité du mental qui se prend et qui me fera croire que je te connais. Tu as dit toi-même tout à l'heure, moi je peux te percevoir comme ça va être formidable à la fin de la journée, et puis l'autre non. Oui. Mais ça, c'est la conscience on mentale. n'aura pas la conscience de toi. On est d'accord, ça c'est la conscience mentale. Mais restons sur la conscience uniquement visuelle. Visuelle. Parce que là, tu me poses la question, qu'est-ce qui est clair et est-ce que c'est un miroir? C'est les mots clair et connaissant. Et donc, du coup, pour toi, miroir, c'est uniquement la conscience mentale. Moi, j'essaye de te faire toucher qu'est-ce qu'on entend par miroir. Parce que je ne pense que la notion de miroir n'est pas la même entre nous deux. La miroir chez nous, c'est juste que la forme apparaît dans l'esprit. Tu vois? C'est que le son apparaît dans l'esprit. Donc, c'est moins évolué que la notion de Chitta avec conscience mentale. Après, il y a une conscience mentale. On l'a aussi, tu vois. C'est-à-dire que là, je te vois, je vais voir point par point, sans même identifier qui tu es. Il y a du gris là, il y a du rose ici, tu vois. Ça, c'est la conscience mentale. Mais donc, ça apparaît. Juste la forme, point par point, apparaît dans mon esprit. Je vois une forme directement. Un aspect. Je vois l'aspect. Tu vois? Et sur cette base-là, je peux avoir ma conscience mentale qui va dire c'est une femme, c'est etc. Et il y a d'autres couches. Ça, c'est la conscience mentale. Donc, la conscience visuelle, il y a un aspect qui apparaît. Le fait qu'il y a un aspect qui apparaît, c'est déjà le miroir chez nous. Tu vois, c'est pour ça que je te dis le référent n'est pas le même. Le terme miroir ne correspond pas à la même chose dans nos deux référentiels. Ici, là, c'est juste toute conscience peut avoir quelque chose qui apparaît. Et si je prends l'exemple de toi, je vois le rose, le gris, etc. Par-dessus, ma conscience mentale va avoir un deuxième aspect qui va apparaître sur la base de la conscience visuelle. Et c'est sur cette base-là que je vais dire c'est une femme, etc. Et il peut y avoir un écart entre eux. C'est fou. Ah, faut aller dans les 5 agrégats pour expliquer tout ce cheminement, en fait. Ouais, mais on va y aller un petit peu tranquillement vers cet après-midi. Mais c'est pour juste, comme on est toujours dans des référentiels différents, il faut faire très attention, le terme ne correspond pas forcément au même. Et je me suis rendu compte en en allant à d'autres enseignements, d'autres traditions, des fois on est un peu heurté, mais après quand on creuse, on voit, non, il faut que je me mette comme si j'apprenais et après je ferai la comparaison parce que c'est pas la même chose. Il faut que je comprenne d'abord le sens de ce qu'ils sont en train de dire. Et si ça, j'ai bien compris, après, je vais vérifier si c'est exact, quel est le rapport entre les deux. Et puis de toute façon, il n'y a pas de... c'est à chacun de faire son chemin pour voir ce qui lui semble le plus juste et le plus exact dans son parcours. Donc voilà, j'essaye juste de transmettre ce que nous, on a comme concept. Après, il y a un petit chemin, il y a un gap entre le yoga et... Oui, je confirme. Il y a un petit gap. Non, mais
Le miroir, donc, tu le situes du côté de l'esprit, pas au niveau du Voilà, côté de la c'est conscience le seul mentale, fait oui. qu'il est capable, il y a un objet qui est capable d'apparaître. À la différence d'un truc physique, un physique, tu n'as pas un objet qui apparaît. Hein, voilà. Une conscience, il y a un objet qui apparaît. Et la conscience se rend compte que cet objet, elle a la capacité de se rendre compte que cet objet apparaît. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'esprit. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si c'est Oui. bon, on va... Ouais, C'est midi. c'est midi, on va peut-être faire une petite pause. Petite pause, on va manger. On reprend à quelle heure? La question. Peut-être prendre à 13h30 si ça vous va. Comme ça nous laisse le temps de manger, d'aller à l'extérieur, etc. et d'être tranquille parce que je vais devoir redémarrer les choses. Ce qu'on va reprendre après, on a été sur la division de l'esprit. On va prendre on va aller un peu plus profond. On va aller sur pas tous, mais une partie des différents niveaux de conscience. Comment on connaît les choses? Est-ce que la perception, elle est valide ou est-ce qu'elle est fausse? Et les différents niveaux, est-ce que c'est du doute? Est-ce que c'est, etc. Comme ça, on va essayer de comprendre un petit peu comment on Super. connaît. Voilà, c'est le petit teasing pour tout à l'heure. Super. Eh bien, bon appétit. Bon appétit. Merci. On peut laisser des heures. Merci, bon appétit. Par contre, l'enregistrement, il est là.